Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Pierre Lemonde du Corim et Oxfam Québec pour cette invitation à venir vous parler du virage féministe de la nouvelle politique d'aide internationale du Canada. Une nouvelle politique féministe qui, pour réaliser l'objectif mondial ambitieux de mettre fin à la pauvreté d'ici 2030, mise délibérément sur le renforcement du pouvoir des femmes et des filles et sur l'égalité des genres. Je dis ambitieux parce que même si la pauvreté a été réduite au cours des 30 dernières années, plus d'1 milliard de personnes vivent toujours en situation d'extrême pauvreté dans le monde, dont le tiers en Afrique subsaharienne. Ambitieux parce que nous naviguons présentement dans le contexte international le plus incertain depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour reprendre les mots de ma collègue Chrystia Freeland. Depuis que j'ai commencé mon discours, déjà 20 personnes ont été déplacées de force quelque part dans le monde à cause d'un conflit, de persécution ou des changements climatiques. En 2016, on comptait 65 millions de réfugiés et de déplacés, le pire record de notre histoire. Le Bangladesh est maintenant l'hôte du plus grand camp de réfugiés au monde, où plus de 900 000 Rohingyas fuient le nettoyage ethnique au Myanmar. Je vous parle du Myanmar, mais je pourrais aussi vous parler des camps de réfugiés que j'ai visités au nord de l'Irak, où toute une génération de jeunes passera encore des années sous les tentes avant de pouvoir rentrer à la maison. Je pourrais vous parler des femmes et des enfants que j'ai rencontrés au Soudan du Sud, les victimes d'une famine évitable, causée par des conflits armés, causée par des décisions politiques et militaires, de ces réfugiés, de ces migrants, de ces personnes plus vulnérables. Combien ont profité de la croissance économique des 30 dernières années? Sont-ils en droit de se demander si les institutions internationales travaillent réellement pour eux? Sont-ils en droit de se demander si les échanges mondiaux leur apportent un bénéfice quelconque? À leur place, je me poserai la question. Parce que ce qu'ils vivent au quotidien, ce sont les conséquences liées à l'accroissement des inégalités. Des conséquences qui représentent un risque majeur pour la stabilité et la sécurité de toutes les sociétés, incluant celles des pays développés comme le Canada. Quand les droits de la personne ne sont pas respectés, quand les perspectives d'avenir sont incertaines, quand les gouvernements ne travaillent pas au service de leur population, les tensions augmentent. C'est alors que les institutions internationales deviennent rapidement la cible de critiques. C'est alors que l'isolement devient plus attrayant que l'engagement. Même si nos institutions ne sont pas parfaites, ce sont celles que nous avons mises des années à bâtir, celles que notre gouvernement va appuyer dans leurs réformes pour mieux s'adapter à la réalité du 21e siècle, celles avec qui nous avons fait le choix de nous réengager. Notre réengagement prend plusieurs formes. Nous avons ratifié l'accord de Paris sur le climat et réintégré la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, parce que nous savons qu'aucun pays ne peut se soustraire à la menace des changements climatiques. Nous avons rétabli notre financement à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Nous avons annoncé notre retour dans les missions de maintien de la paix et nous faisons activement campagne pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour lutter contre la pauvreté, nous sommes résolument engagés envers un agenda de développement durable commun pour l'humanité, l'Agenda 2030. La nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada se conjugue avec les 17 objectifs de développement durable. Des objectifs qui s'appliquent à tous les pays, sans exception, chez nous comme à l'étranger. Au Canada, il nous reste du travail important à faire, plus particulièrement dans notre démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.
pour faire respecter pleinement leurs droits, pour leur donner accès aux services dont ils ont besoin et pour rendre justice aux centaines de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées. Que ce soit pour faire respecter les droits des femmes autochtones ou encore pour lutter contre la violence fondée sur le genre, ce combat que nous menons sur tous les fronts, c'est un combat pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Ces deux objectifs influencent nos choix, incluant ceux du dernier budget fédéral et des autres à venir. Cette semaine, nous avons annoncé la bonification de la prestation fiscale pour le revenu de travail en soutien aux travailleurs à faible revenu. Nous avons aussi bonifié l'allocation canadienne pour enfants qui réduira de 40% la pauvreté chez les enfants d'ici la fin de l'année, par rapport au niveau de 2013. Ces deux objectifs sont aussi ancrés dans notre politique étrangère, notre politique commerciale et, bien entendu, notre politique d'aide internationale. Des politiques qui misent sur le renforcement du pouvoir des femmes. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse briser le cercle vicieux de la pauvreté, il faut impérativement inclure les femmes. Il faut redoubler d'efforts pour élever leur voix, pour faire respecter leur droit fondamental de disposer de leur corps et de prendre leurs propres décisions. Et pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut aussi mobiliser les hommes et les garçons. Changer les attitudes et les dynamiques sociales, notamment les dynamiques de pouvoir. Encore aujourd'hui, plus de 150 pays ont des lois discriminatoires envers les femmes. 15 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Dans le monde entier, 225 millions de femmes n'ont pas accès aux méthodes de contraception de leur choix. Et chaque année, c'est plus de 22 millions de femmes et d'adolescentes qui subissent des avortements clandestins, dangereux. Toutes les 9 minutes, l'une d'entre elles en meurt. Partout à travers le monde, y compris au Canada, une femme sur 3 subira une forme de violence physique, sexuelle ou fondée sur le genre au cours de sa vie. Pourtant, toutes les données démontrent que loin d'être seulement des victimes, les femmes sont d'abord et avant tout de puissants agents de changement, de développement et de paix. Avec de bonnes interventions et de bonnes politiques publiques, elles peuvent faire croître l'économie mondiale de 12 000 milliards de dollars à l'échelle de la planète d'ici 2025, selon le McKinsey Global Institute. Les femmes pourraient ainsi réduire la faim chronique dans le monde, si seulement elles avaient accès à l'éducation, à la propriété et aux mêmes ressources financières que les hommes. 55% des gains qui ont été réalisés contre la faim chronique dans les pays en développement entre les années 70 et le milieu des années 90 sont attribuables à l'amélioration des conditions de vie des femmes dans la société. Elles peuvent aussi bâtir un monde plus pacifique en participant activement à la négociation et à la mise en œuvre des processus de paix. Quand elles sont à la table de négociation d'un accord de paix, elles augmentent de 35% les chances que cet accord dure au moins 15 ans. Enfin, elles pourraient réduire considérablement la pauvreté si toutes les sociétés s'enrichissaient de femmes et de filles éduquées. En effet, chaque année supplémentaire à l'école secondaire accroît de 10 à 20% le revenu futur d'une fille. C'est précisément pourquoi le Canada considère que le meilleur moyen d'éliminer la pauvreté consiste à permettre aux femmes et aux filles de développer leur plein potentiel et d'avoir un impact concret sur leur famille, sur leur communauté et sur l'économie de leur pays. Bien entendu, l'intégration de la femme au développement n'est pas un concept nouveau. Le Canada y travaille depuis 1976. En 1995, le Canada a intégré le concept d'égalité entre les sexes dans une mise à jour de sa politique de développement. Mais avant, on se demandait simplement si notre projet aurait un impact sur les femmes. Les femmes étaient donc un facteur parmi d'autres, comme la protection de l'environnement ou la bonne gestion financière. Alors, si ce concept n'est pas nouveau,
En quoi la politique de développement international féministe est-elle différente? Est-elle différente, pensez-vous? Eh bien, un virage féministe, ça veut dire que le renforcement du pouvoir des femmes et des filles guide dorénavant tout ce que nous faisons. Que tous les projets que nous finançons de façon bilatérale doivent inclure une composante femme significative. Et que même 15% de notre financement sera attribué à des projets qui seront transformateurs. À titre de comparaison, avant, seulement 3% de notre financement était consacré à des projets qui ciblaient les femmes et 30% n'avaient aucun impact sur les femmes. Donc, concrètement, pour recevoir du financement, nos partenaires doivent maintenant consulter les femmes localement pour déterminer leurs besoins et leurs priorités. Ils doivent les impliquer dans la prise de décision et s'assurer que la mise en œuvre des projets cible leurs besoins particuliers et contribue au renforcement de leurs droits et de leurs capacités. Pour appliquer cette approche systématiquement, nous identifions présentement des niveaux de référence et des indicateurs précis qui nous permettront de mesurer notre progression. Des indicateurs comme le taux de fertilité chez les adolescentes, le nombre d'organisations de défense des droits des femmes qui reçoivent du financement, ou encore le pourcentage de pays où l'accès et le contrôle des femmes à la propriété, aux services financiers ou aux ressources naturelles sont en progression. Ce nouveau cadre de résultats veillera à ce que nos investissements soient axés sur la réalisation de résultats que nous voulons atteindre à travers 6 champs d'action. L'égalité entre les genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, la dignité humaine qui comprend l'aide humanitaire, l'éducation, la santé et la nutrition, la croissance au service de tous, l'environnement et l'action pour le climat, qui inclut la gestion de l'eau, la gouvernance inclusive, la paix et la démocratie. Mais plutôt que d'aller dans le détail de chacun de ces champs d'action, je vais mettre l'accent sur certains changements qui témoignent du virage que nous avons pris. Notre nouvelle politique féministe est basée sur l'expertise canadienne, sur des données probantes et évidemment sur les conclusions de notre grande consultation. Nous avons donc déjà entrepris de combler les écarts dans le financement des services de santé offerts aux femmes et aux adolescentes, d'offrir du financement plus prévisible et plus flexible à nos partenaires, et de renforcer les compétences locales, notamment des organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes. Nous avons entrepris de combler les écarts dans le programme de la santé des mères et des nouveau-nés, lancé par le gouvernement précédent. Même si ce programme était pertinent, il comportait des lacunes importantes, puisqu'il n'intégrait pas, pour des raisons idéologiques, toute la gamme des services en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est pourquoi nous avons annoncé 650 millions de dollars supplémentaires sur 3 ans pour inclure à notre programmation l'éducation sexuelle des filles et des garçons, la planification des naissances, la contraception, l'avortement sécuritaire et légal, ainsi que les soins post-avortement et la défense des droits qui y sont associés. L'intégration de la santé sexuelle et reproductive ne se limite pas à nos efforts de développement. Nous l'appliquons aussi, dorénavant, à travers notre aide humanitaire. En situation de crise humanitaire, la plupart des pays donateurs mettent l'accent sur les services de base, comme l'eau, la nourriture, les abris. Mais ce qui demeure sous-financé de façon chronique, ce sont les services de santé sexuelle et reproductive, incluant les services psychosociaux. Le Canada a déjà commencé à s'attaquer à ce problème. C'est ce que nous faisons en réponse à la crise au Myanmar, où 70% des réfugiés qui arrivent au Bangladesh depuis le mois d'août sont des femmes et des enfants. Ces femmes, ces adolescentes, ces enfants sont épuisés, affamés, traumatisés, notamment par toutes les violences, plusieurs violences sexuelles qu'ils ont subies. 20 000 d'entre elles sont enceintes dans cette situation d'extrême vulnérabilité. C'est pourquoi nous finançons nos partenaires humanitaires pour qu'ils leur apportent les soins de santé sexuelle et psychosociaux dont elles ont tant besoin.
Le deuxième changement important que nous avons fait a été de rendre nos programmes humanitaires plus prévisibles et plus flexibles. Depuis 2015, le Canada a plus que doublé sa programmation pluriannuelle dans les situations humanitaires pour mieux s'engager à long terme. Ce changement permet à nos partenaires de mieux planifier leurs projets et de maximiser leur impact sur le terrain. À titre d'exemple, nous sommes déjà à la deuxième année du financement d'un engagement de 1,1 milliard de dollars sur 3 ans en réponse à la crise en Syrie et au Moyen-Orient. Cet engagement nous permet de répondre aux besoins des millions de réfugiés et de déplacés internes qui vivent dans des camps ou dans les communautés dans les pays voisins comme la Jordanie et le Liban. Outre les services de santé et de support psychosocial, un autre projet me vient en tête, et celui-là touche la résolution pacifique de conflits. Je suis allée en Irak en février dernier, et j'ai visité un village kurde qui devait faire face à l'arrivée de réfugiés syriens et de déplacés irakiens d'origine sunnite, chiite, kurde, yazidi. Cette arrivée importante de nouveaux venus venait changer la composition ethnique de la communauté et commençait à créer de réelles tensions entre voisins. Puis, les femmes ont suivi une formation sur la résolution pacifique des conflits. Elles ont formé une association multiethnique et organisé des activités qui intègrent l'ensemble de la communauté. Cette initiative a eu comme effet immédiat de réduire de façon importante la violence et a créé un environnement plus sécuritaire pour les enfants. Elle a tissé des liens solides entre sœurs kurdes, yazidis, sunnites, chiites, des amitiés qui ont eu un effet d'entraînement chez les hommes de la communauté. C'est un exemple du pouvoir, de l'implication des femmes au niveau local et de leur contribution à la paix, à la sécurité et à la réconciliation. Quant à notre troisième grand changement, nous allons travailler de plus près avec les organisations de femmes locales. Le nouveau programme « Voix et leadership des femmes » prévoit une enveloppe de 150 millions de dollars pour appuyer les organisations de la société civile qui défendent et font la promotion des droits des femmes, qui font progresser leur leadership et leur pouvoir social, économique et politique. Parce que même si nous investissons des milliards de dollars dans les grandes organisations internationales, dans des projets d'infrastructure ou d'autres projets de développement, si les lois, si les politiques, si la gouvernance, si les relations de pouvoir, si les pratiques et les normes socio-culturelles discriminatoires ne changent pas, nos actions ne seront tout simplement pas durables. C'est là que les organisations de femmes peuvent encore jouer un rôle clé. Ancrées dans leur communauté, elles sont les mieux placées pour identifier leurs besoins et leurs priorités, remettre en question le statu quo et tenir les gouvernements responsables. Ces organisations peuvent aussi contribuer au développement de politiques inclusives en influençant les leaders traditionnels et religieux. Je viens de vous donner quelques exemples de changements importants qui illustrent notre virage féministe. Des exemples qui démontrent que nous avons une bonne politique, dont je suis très fière, comme on nous l'a demandé. Mais au-delà d'une bonne politique, nos partenaires m'ont aussi demandé deux autres choses. De l'argent et du leadership. Parlons d'argent. Parce que pour atteindre nos objectifs, il en faut. Il faut aussi se rappeler qu'à l'échelle mondiale, l'aide publique au développement représente 147 milliards de dollars annuellement, mais que pour atteindre les objectifs de développement durable, on aurait besoin de 5 à 7 000 milliards de dollars. Il faut passer de billions à trillions. Il faut certes augmenter les contributions des gouvernements, mais il faut aussi et surtout redoubler d'efforts pour encourager la participation du secteur privé et de nouveaux pays donateurs. C'est pourquoi, avec mon collègue Marc-André Blanchard, notre ambassadeur aux Nations Unies qui est avec nous ce midi, nous travaillons présentement à identifier les meilleurs mécanismes de financement à travers lesquels nous pourrons utiliser le leadership du Canada et la contribution financière du Canada pour amener de nouveaux partenaires à investir dans le développement. Prenez l'exemple du Wi-Fi,
un nouveau mécanisme qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans les pays en développement. En collaboration avec la Banque mondiale, le Canada fait partie des pays fondateurs. Grâce à notre contribution initiale de 20 millions de dollars et aux 320 millions de dollars en provenance des autres pays du G20, le WIFI prévoit mettre 1 milliard de dollars à la disposition des femmes entrepreneurs des pays en développement en ajoutant la contribution du secteur privé. Cet effet de levier, je veux aussi l'utiliser pour augmenter, voire doubler, l'impact de notre enveloppe de 150 millions de dollars pour les organisations locales de femmes. Il est possible de le faire en approchant les organisations philanthropiques. À titre d'exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates s'est engagée à verser 20 millions de dollars en aide aux organisations de femmes locales suite à notre annonce. C'est aussi ce que nous ferons à travers le nouvel Institut de financement du développement, le DFI, dont le siège social ouvrira dans quelques mois ici à Montréal. Avec un capital de départ de 300 millions de dollars, cet institut va permettre à des entreprises privées d'avoir accès à des fonds qui ne sont généralement pas disponibles auprès des banques traditionnelles, pour conclure des affaires et stimuler des investissements qui auront un impact sur le développement. C'est une autre façon d'exporter l'expertise canadienne et de réaliser les objectifs de notre politique, au profit des secteurs clés du développement, notamment l'énergie verte, la gestion de l'eau et des matières résiduelles, ou encore l'agriculture durable. Et je vais terminer en vous parlant de leadership. Partout où je suis allée depuis ma nomination, on m'a dit à quel point les Canadiens ont l'art et la manière de transférer leur savoir-faire et de faire preuve d'innovation, notamment pour trouver des consensus et pour réunir les gens. Et c'est tout à votre honneur. Le Canada a une voix forte, une voix progressiste, une voix qui est écoutée. On nous dit « We need more Canada ». Nous comptons utiliser ce leadership sur la scène internationale pour jouer un rôle rassembleur, pour mobiliser de nouveaux partenaires, pour inciter les autres nations du monde à poursuivre leur engagement au sein de nos institutions, pour renouveler nos partenariats et mettre en œuvre les accords qui nous lient les uns aux autres, mais aussi pour parler des sujets qu'on n'aborde pas, des sujets qui dérangent, pour parler de l'importance des droits des femmes et des filles, pour rappeler que la pleine participation des femmes est essentielle au développement, à la paix et à la croissance économique, et pour rappeler que pour leur permettre de développer leur plein potentiel, elles doivent d'abord avoir le contrôle sur leur propre corps et que ça passe par la santé sexuelle et reproductive. Merci.